9h, 10h. C'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei. Bonjour, bon week-end. L'Agence nationale qui gère tous nos documents d'identité a été piratée au mois d'avril. Les données concernant plus de 11 millions de Français ont été compromises et c'est un gamin de 15 ans qui vient de reconnaître les faits. Alors comment se fait-il que les agences de l'État sont de telles passoires informatiques? On va poser la question tout de suite à Fabrice Epelboin. Europe 1. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Entrepreneur, spécialiste en cybersécurité. Dans une interview sur le site Atlantico, vous avez déclaré cette semaine que la France, avec plus de 250 organismes publics piratés, rien qu'entre 2025 et 2026, et des centaines de millions de données compromises, la France est championne du monde de la fuite des données. Comment l'expliquez-vous ? Alors, il y a des raisons historiques. On a été, jadis, une nation extrêmement moderne et on s'est informatisé très en amont, dès les années 70. On a informatisé une administration qui déjà était pléthorique et qui déjà, c'est une longue tradition française, était totalement centralisée. Et ça, en matière de sécurité informatique, c'est vraiment la pire configuration qu'on puisse imaginer. C'est pour ça qu'on est, alors dans l'absolu, légèrement derrière les États-Unis en termes de champion du monde des fuites, mais si on rapporte au nombre d'habitants, on est loin devant. Tout simplement du fait que on est infiniment plus centralisé et beaucoup plus administré que les Américains. L'Agence nationale des titres sécurisés, qui gère toutes les demandes en France de pièces d'identité, je viens de le dire, a été piratée au mois d'avril. 11,7 millions de comptes ont été touchés. On a pensé à une attaque russe, comme d'habitude, mais pas du tout. Hier, on a appris que c'était un gamin de 15 ans, un petit Français qui vit encore chez ses parents. Il a reconnu les faits. Ça n'est même pas un prodige de l'informatique. C'est dire si l'Agence nationale des titres sécurisés est bien sécurisée. Non, c'est vraiment une faille qui est plus que béante. L'équivalent en sécurité traditionnelle, ça serait d'avoir une agence bancaire et d'oublier tout simplement la serrure de la porte et du coffre-fort. C'est un peu imaginé dans le manuel de cybersécurité, premier chapitre, page 3. C'est pas vraiment étonnant que ça soit un gamin qui ait trouvé la faille et qui s'en soit vanté. Je me serais attendu à 12-13 ans. Bon, 15 ans, il est pas très précoce. Comment expliquez-vous ce manque manifeste de mesures de sécurité ? L'absence de conséquences pour qui que ce soit. C'est quand même un léger souci. Ces failles s'accumulent. Au pire des cas, on a une amende de la CNIL qui, quand il s'agit d'une agence d'État, consiste à prendre de l'argent sur nos impôts. Donc, tant qu'il n'y aura pas de conséquences pour qui que ce soit, il n'y aura absolument rien. France Travail qui s'est fait voler les données personnelles de 36,8 millions de personnes qui s'étaient retrouvées un jour ou l'autre au chômage. 36,8 millions En mars 2024 a été condamné par la CNIL à 5 millions d'euros d'amende. Et France Travail avait trouvé ça sévère. Alors, il faut noter sur France Travail que la faille avait été signalée à France Travail des mois auparavant, à nombreuses reprises, par des spécialistes reconnus au niveau international de cybersécurité, et que France Travail n'avait jamais répondu au signalement. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de conséquences. Il n'y a absolument aucune conséquence. L'amende de France Travail, c'est nos impôts qui vont les payer. Donc, ça n'a pas la moindre conséquence. Ça n'a pas... Personne chez France Travail n'a vu sa carrière abîmée du fait de cette fuite. Personne n'a été licencié. Pourquoi voulez-vous que ça change ? Mais quand c'est dans le privé, là, il y a des conséquences. Alors oui, il y a des conséquences réputationnelles. Il y a des conséquences de clients qui se disent qu'ils vont changer d'entreprise. Mais France Travail, il n'y a pas vraiment d'alternative. Et l'ANTS, qui s'est fait pirater il y a quelques semaines, il n'y a absolument aucune alternative. Vous n'avez pas de concurrence dans la délivrance de titres d'identité. Et donc, fondamentalement, ils sont en situation de monopole, ce qui par ailleurs est normal, c'est une agence d'État, mais ils ne subissent pas la moindre conséquence des fuites informatiques. Les pirates avaient mis la main sur les noms et prénoms de 36,8 millions de personnes avec leur numéro de sécurité sociale, leurs identifiants, France Travail, leur adresse mail, leur numéro de téléphone. Qu'en ont-ils fait à votre avis ? Ça se revend. Ça se revend sur le fameux Darknet pour une somme qui oscille entre 20 et 50 euros les données personnelles. Si elles sont accompagnées d'un IBAN, typiquement, ce qui a été le cas pour une fuite d'un grand fournisseur d'accès il y a
l'an dernier, ça peut monter un peu plus haut. Et puis avec ces données personnelles, selon la créativité des pirates, vous pouvez faire tout un tas de choses, contracter un emprunt ou usurper son identité pour s'introduire dans une administration, tout un tas de choses. Et ça, c'est très difficile ensuite, pour celui qui en a été victime. Oui, c'est un cauchemar pour la victime. Là-dessus, c'est vraiment pas drôle. Ça peut prendre des années avant de rétablir les choses, de récupérer ces données, de typiquement gérer un problème. Le cas de contracter un emprunt bancaire est un grand classique. C'est très, très, très compliqué et le meilleur conseil qu'on puisse donner aux particuliers, c'est de regarder leur contrat d'assurance et de s'assurer que il y a bien des clauses en matière d'usurpation d'identité et d'atteinte à la cybersécurité, quitte à prendre une assurance dédiée. Et autre conseil, porter plainte contre l'organisme public qui n'avait rien fait pour protéger vos données, peut-être. Oui, enfin, si vous avez beaucoup d'argent et beaucoup de temps à perdre... oui, mais ça n'aboutira pas à grand-chose. Peut-être qu'au bout de 10 ans, vous allez éventuellement avoir une procédure qui va aboutir et qui vont peut-être vous rembourser vos frais judiciaires pour en être arrivé jusque-là. Non, il faut vraiment aimer le droit. Si vous êtes avocat, ça peut être drôle. 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. La France, championne du monde de la fuite de données dans les organismes publics. Fabrice Epelboin est mon invité. L'État pousse en France à une numérisation de plus en plus volumineuse des données personnelles sensibles. Est-ce qu'il a les yeux plus gros que le ventre ? Tous les États, en ce moment, ont les yeux plus gros le ventre. Tous les États sont en train de mettre en place, dans un premier temps, des systèmes pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs, ce qui va nécessiter une forme de vérification d'identité. Dans un second temps, c'est déjà le cas en Grèce et dans tout un tas d'autres pays, le lien entre un compte sous pseudonyme sur les réseaux sociaux et une identité civile, de façon à pouvoir très concrètement surveiller la population, ficher la population, identifier les courants politiques, ce genre de choses. Et donc tout ça, c'est énormément de données personnelles et les États sont très très gourmands. Et puis il y a aussi tout ce qui concerne la santé. Alors ça, c'est des données qui valent une petite fortune. Et là, on est exactement dans le même système. Si on compare avec les États-Unis, au niveau des données de santé, c'est un capharnaüm absolument incroyable. Chaque assurance a ses données de santé, chaque hôpital a ses données de santé, qui sont pas forcément compatibles les unes avec les autres. On se les échange pas. En France, tout est propre, tout est classé, tout est centralisé. Ce qui fait que ces données de santé ont une valeur absolument incroyable. C'est du reste pour ça qu'elles ont suscité la convoitise de Microsoft, dont on s'est aperçu avec le retour de Donald Trump que finalement on pourrait éventuellement ne pas les donner à Microsoft. Mais durant des années, on les a confiés à Microsoft, là encore dans la plus parfaite impunité. Mais alors vous le disiez, des équipes techniques identifient très souvent les failles du système en amont. Elles alertent sur les risques, mais on ne fait rien. Vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions, et pourtant les solutions sont connues. On pourrait très bien les appliquer. On pourrait appliquer les solutions. Après, il y a un déficit de ressources humaines. Il y a quand même énormément de failles dans la mesure où on a une dette. On construit cette informatique depuis les années 70. On tourne encore aujourd'hui sur certains systèmes, je pense au secteur bancaire, sur des vieux systèmes qui ont été conçus dans les années 70. Et donc, à chaque fois qu'on a construit tous ces systèmes, on a accumulé des failles et on a sous-investi en matière de cybersécurité. Donc, ça constitue une dette sur des décennies et des décennies. C'est très compliqué à rattraper. On a sous-investi dans la sécurité depuis des lustres, dites-vous. Oui, pourquoi ? Parce que ça coûtait de l'argent et qu'on ne voulait pas les dépenser, tout simplement. Parce que dans un devis informatique, vous avez du développement qui est de l'investissement productif et de la cybersécurité qui est de la couverture de risque. Et donc vous additionnez des choux-fleurs et des carottes. Et très concrètement, si vous misez tout sur l'investissement productif, vous allez avoir un maximum de retour sur investissement. Et dans la mesure où la faille va vraisemblablement se déclarer des années plus tard, vous ne serez plus là pour assumer les problèmes. Est-ce que l'intelligence artificielle ne pourrait pas nous être utile justement pour rattraper notre retard ? C'est à double tranchant. Elle est utile aussi bien pour identifier des failles en vue de faire des attaques que pour identifier des failles en vue de les corriger. C'est tout le dilemme des failles informatiques. C'est ce qu'on appelle un bien à double usage. Selon la personne qui la récupère, elle peut l'utiliser pour se sécuriser ou pour attaquer. Donc on va voir qui va gagner cette course. L'éducation nationale aussi est une cible de choix en France. On est sûr d'y trouver un volume de données très très important, d'où plein d'attaques.
D'où plein d'attaques, d'où des attaques qui sont aussi, et c'est le cas de celle de l'ANTS, le résultat de gamins qui s'amusent et qui se servent de ces attaques pour construire une forme de réputation, parce que c'est vrai que pour frimer, avoir attaqué une agence d'État ou l'éducation nationale, ça pèse quand même beaucoup plus que l'épicerie du coin. Mais quand vous parlez de ces organismes publics, on a l'impression que vous les voyez comme des gens qui se disent bon, après tout, on s'en fout, ça nous coûtera rien, ça nous coûtera pas notre carrière, on paiera des amendes dérisoires, de toute façon on les paiera avec les impôts des contribuables, donc c'est pas très important. Mais j'ai l'impression surtout qu'ils sont très arrogants et qu'ils sous-estiment le danger, non ? Alors ça dépend. La NTS, effectivement, il y a une arrogance qui est folle. La NTS, c'est là où nos données sur nos c'est l'Agence d'identité. nationale des titres sécurisés. Le S est très drôle. Et effectivement, le RGPD, la législation européenne qui encadre les données personnelles, impose de communiquer publiquement sur ce genre de problème. Et ils se sont même pas attardés sur une quelconque excuse. C'est habituellement, c'est la moindre des choses. Vos données sont parties dans la nature. C'est ma faute, je vais m'excuser. Là, même pas. Donc il y a effectivement une forme d'arrogance absolument stupéfiante qui a d'ailleurs précipité une crise qui a mené au déplacement du Premier ministre, de pure forme. Vous voulez dire qu'il s'est rendu sur les lieux ? Il s'est rendu sur les lieux au cas où éventuellement la faille aurait été une fissure dans un mur qu'il aurait pu éventuellement colmater avec un peu de plâtre. On ne sait pas, c'est de la communication, hein, mais ça n'a absolument aucun sens. Mais il faudrait une réforme complète du système, en fait. Il faudrait des sanctions auprès des responsables, et je parle pas du directeur informatique ou même du responsable sécurité, vraiment de tout en haut de la pyramide. Si le grand patron risquait sa carrière sur ce genre de choses, les choses se passeraient très différemment. Oui, ils vont vous répondre que quand une banque est cambriolée, enfin du temps où les banques étaient encore attaquées, où il y avait de l'argent encore dans les coffres, on faisait pas sauter le PDG. Ah, je pense que ça portait sérieusement atteinte au PDG si on s'apercevait qu'il n'y avait pas de serrure au coffre et pas de système d'alarme. Hein. Et c'est très clairement le cas dans ce qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est vraiment la situation. Je doute qu'un patron de banque n'ait pas des conséquences sur sa carrière si on s'apercevait que suite à un cambriolage de plusieurs milliards en lingots d'or, on s'aperçoit que il n'y avait pas de coffre, ils étaient entreposés dans un entrepôt qui n'avait pas de serrure. Oui, parce que il faut bien que les auditeurs s'en rendent. Ce que vous décrivez, c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment ça. Je vais vous expliquer la faille. Si nos données personnelles à tous, parce qu'on est tous concernés, étaient véritablement posées là. C'est ça. La faille est vraiment d'une simplicité enfantine. Imaginez que ça soit une banque, typiquement. Vous seriez en train de consulter votre compte en banque sur sociétégénérale.fr/client/ID égale 10 302. Et puis vous changez 10 302 en 10 303, vous atterrissez sur le compte en banque du voisin. C'est ce niveau de faille. Vraiment, la version la On plus... parle pas vous avez donné l'exemple de la Société Générale, alors, mais ce n'est pas là que ça se passe. Non, n'essayez pas la Société Générale, d'autant plus que là, pour le coup, là, c'est des gens sérieux. Voilà. En matière de cybersécurité, il y a vraiment des cas d'or, et ils prennent ça très au sérieux. Mais l'agence d'État qui gère nos papiers d'identité, pas du tout. Et c'est aussi simple que ça, de pénétrer cette agence. Et non seulement la faille était aussi béante, mais ils ont mis 15 jours à fermer le service, ce qui évidemment a permis à une multitude de gens de récupérer toutes ces données pour en faire Dieu sait quoi. Pourquoi ont-ils mis si longtemps ? Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte ou tout simplement parce qu'ils sont paresseux ? Un mélange d'arrogance et de paresse. C'est compliqué à diagnostiquer à ce stade. Hein. L'arrogance de la NTS est telle que elle obscurcit tout le reste. Est-ce qu'il y avait une forme d'inconscience ? Est-ce que c'était un tel sentiment d'impunité qu'ils n'ont pas jugé bon de fermer le service immédiatement au vu d'une faille qui n'avait pas été corrigée dans les premiers temps ? Ils ont mis une dizaine de jours avant de fermer carrément le service. Pendant ces 10 jours, la faille était là. Bon, écoutez, s'ils nous écoutent, c'est Fabrice Epelboin qui vient de le dire, ce n'est pas moi. Alors, Fabrice Epelboin qui a monté un service qui s'appelle Yogosha, qui sert justement à identifier ces failles et qui est intimement lié à l'État français. Mais là, pour le coup, pas pour aller corriger les failles de la NTS, pour aller vendre des failles à des dictatures à l'étranger. On a vraiment un sens des priorités très particulier en France. Oui. Merci Fabrice Epelboin. On fait une pause et on s'intéresse à la guerre en Iran avec Clément Terme.